C'est le premier homme qui a la même intelligence que nous. Nous sommes des Homo sapiens. C'est cet homme-là, hein, donc, qui est bien plus évolué donc, que les singes et toute la catégorie des singes, comme les chimpanzés, qui sont bien plus évolués, mais l'homme, lui, a l'intelligence, comme toi, comme moi, l'homo sapiens. Et l'élément que vous apprenez maintenant, si vous n'avez pas suivi cela, c'est que cet homo sapiens, c'est donc l'être humain, tel qu'on en trouve en Europe, tel qu'on en trouve en Afrique, tel qu'on en trouve en Amérique. Cet être humain est venu d'Afrique. Les premiers hommes sont venus d'Afrique. C'est dans les 300 000 ans avant Jésus-Christ. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux premiers hommes, Homo sapiens, qui proviennent des pays des Grands Lacs. Les pays des Grands Lacs d'Afrique. Et les pays des Grands Lacs d'Afrique, pour que vous puissiez visualiser cela, c'est en fait les pays autour du Congo, de la Tanzanie. Attendez, j'ai amené une image pour vous, pour que vous puissiez visualiser ces êtres humains qui sont donc qui sont à l'origine de Burundi, comme à l'origine des Congolais. Et alors, c'est dans cette zone-ci, c'est dans cette zone-ci, les pays des Grands Lacs, ici, et là-dedans est inclus le Burundi. Hein? Et ici, attends, mettez ça de côté, vous savez voir mieux, ça va. Oui, c'est ici, dans le pays des Grands Lacs, et là est inclus le Burundi. Ici, le pays des Grands Lacs, où c'est inclus le Burundi, les pays des Grands Lacs. C'est là que proviennent les tout premiers donc, êtres humains qui vont migrer. Et c'est de là que ces humains vont migrer. Ils vont migrer et ils vont occuper le monde entier, les uns vers le sud, d'autres vers le nord, en allant à travers, vous voyez, le Gibraltar, et puis après ils iront peupler l'Europe. D'autres partiront le long du Nil et ils seront envoyés ici en Égypte et ils vont peupler le monde. D'autres vont aller ici à l'ouest. Et donc c'est le berceau de l'humanité, l'origine de l'humanité des êtres humains, dans lequel est inclus le Burundi, les pays des Grands Lacs. Attendez, je vais vous l'expliquer d'abord et puis tu poses la question. Ici, dans le berceau des pays des Grands Lacs, les premiers hommes, 200 ans avant Jésus-Christ, 200 000 ans avant Jésus-Christ, et de là, ils ont migré vers là, d'autres vers là, et ici est inclus le Burundi. Et voici le Burundi ici. Ce petit point-là, enfin ce petit point rouge là, c'est le Burundi. Et ils ont migré, voilà, vers, comme tu vois ici, vers l'ouest, et puis entrer par le Gibraltar, et puis entrer dans l'Europe, et de l'Europe, Europe du Nord, et puis là, vous voyez sur la carte du monde, un endroit où l'Europe du Nord se dirige vers l'Amérique, et puis surtout côté Russie, où il y a l'Amérique et la Russie sont proches. C'est de là qu'ils passeront pour aller en Amérique. Même la population qui sont en Amérique, les peaux rouges, ils proviennent des pays des Grands Lacs, dans le Burundi, ici que tu vois, 200 000 avant Jésus-Christ. Bon, alors, retenez 200 000, ça c'est une certitude. Mais, oui, mais au passage, je signale qu'on vient de découvrir un équivalent 300 000 avant Jésus-Christ en Afrique du Sud. Mais, en Afrique du Sud. Mais de toute façon, ceci n'exclut rien, puisque il n'est pas exclu qu'on trouvera des 300 000 avant Jésus-Christ dans notre région. Mais ce qui est certain, c'est que les populations de tout le monde entier viennent de chez nous. Les pays des Grands Lacs, tout le monde entier, parce qu'ils ont migré, comme tu vois. Ici en Afrique du Sud, c'était impossible qu'ils aillent ici, c'est l'océan. C'est pareil.
Donc, de toute façon, passage obligé et les pays des Grands Lacs. Et le Burundi, c'est petit peu. Voilà. Tu voulais poser une question? Et en fait, souvent on dit que c'est l'Éthiopie qui est le berceau de l'humanité. Et comment ça se fait? Ce que ça fait, c'est parce qu'il y a eu, je dirais, une sorte de trucage de termes. En réalité, l'Éthiopie, dans le langage ancien, c'est toute l'Afrique. Ça, c'est une bonne question. L'Éthiopie. L'Éthiopie, ça veut dire le pays des Noirs. Ah oui, c'est vrai. En grec, je crois. Oui, c'est ça, c'est le grec. Éthiopiès. Éthiopiès. Pays des Noirs. Éthiopiès. Jadis, les Grecs appelaient Éthiopie toute l'Afrique noire. Ah, oui. Ce n'est que beaucoup plus tard que les coloniaux ont déformé les choses. Oui, tout ça, c'était l'Afrique et l'Éthiopie. Voilà. Alors, le Burundi, berceau, fait partie donc des Grands Lacs où se trouve le berceau de l'humanité. Il y a ce qui est intéressant, c'est que dans ces régions, justement, donc autour donc, du Burundi, dans le pays des Grands Lacs, il y a un cercle plus réduit qu'on appelle, cette région, on l'appelait Banamwezi. Autour de l'homme Tanganyika. Plus que ça. Plus que ça. À l'extension. Plus que ça. Attendez, je vais marquer à peu près ça. C'est plus que ça. C'est comme ça. Chose comme ça. C'est tous les grands lacs alors? Non, pas tous les grands lacs. Non. Les grands lacs, ça va jusqu'à l'océan Indien. Hein? Et ça revient comme ceci. Pas tout le Congo, mais au moins la moitié du Congo. C'est beaucoup plus large, les grands lacs. Et alors, ici, dans cette zone-ci, vous voyez, ça y est, une partie de la Tanzanie. Ah, d'accord. Vous voyez, il y a une partie de la Tanzanie, une partie du Congo, l'est du Congo, un petit morceau. Donc, oui. Et puis, alors, ici, vous voyez, il y a la Tanzanie, vous voyez. La Tanzanie est incluse dans cette zone-là. On dirait même en passant même par ce lac ici. De ce côté de la Zambie. Un peu du Zambie. Non, c'est la Zambie ici. Ici, voilà. Cette zone-là, il y a un morceau du Kenya. Oui, ça s'appelle. C'était la zone de Banamwezi. Banamwezi. On va te montrer là. Le Banamwezi. Hein? Une partie, il y a du Kenya. Presque toute la moitié de l'Ouganda, une partie du Congo. Mais c'est vraiment le centre carrément des pays des Grands Lacs, les Banamwezi. Eh bien, dans cette région-là, des Banamwezi, et ça c'est beaucoup plus tard, évidemment, par rapport aux 200 000 ans avant Jésus-Christ, dans cette région-là des Banamwezi, il y a une particularité. C'est que dans la période actuelle, si on regarde la superficie, ça correspond également à l'espace où on parle, ce qu'on pourrait dire de kirundophone. C'est-à-dire, dans ces régions-là, si tu parles kirundi, on te comprend. Est inclus donc le Rwanda, donc le Burundi bien sûr, parce que nous parlons kirundophone, le Rwanda, parce que les Rwandais, ils comprennent très bien quand vous parlez. Le Buha, je vois que tu es au courant. Le Buha de la Tanzanie. Le Buha, c'est la Tanzanie, la région de Kigoma, tout ça. Et le Buha, c'est très grand. L'Ujiji, oui, ça va jusqu'à l'Ujiji, effectivement. L'Ujiji, c'est où? C'est en Tanzanie. L'Ujiji, c'est en Tanzanie. Bon, tout près de la région de Kigoma, c'est pas loin de l'Ujiji en fait. C'est pas loin, tout près de la région de Kigoma. L'Ujiji, alors, tous les gens de l'Ujiji, ça c'est en Tanzanie. Les gens de. Les gens. d'Uvira. Non, je reste encore en Tanzanie. Hein. Les Bahangaza. Bahangaza, c'est tout près de chez nous. Ah voilà, côté Muyinga. Le morceau que les Allemands nous ont arraché. Voilà, c'est ça. Quand on y va, on parle Kirundi. On parle Kirundi, et du très bon Kirundi. Oui. Et du très bon Kirundi. C'est au nord de la Tanzanie. Dernièrement, je suis allé jusque-là.
Et il parle Il Kirundi. chantait en Kirundi. Très bon Kirundi Donc, avant d'ailleurs. la colonisation, ça appartenait au Burundi. Oui, Ça appartenait au Burundi. le Bougoufi d'ailleurs. On appelle ça le Bugufi. Et il parle Kirundi. C'est en Tanzanie. Donc, Bougoufi et Bouha, c'est différent. Alors. Bouha, non. Non, C'est non. le sud. Bouha, c'est le C'est la partie sud. Bon, sud du Burundi. Par rapport au Burundi, c'est le sud. Et l'est. Bougoufi, Sud c'est et à est. l'est. Tandis que le Bugufi, c'est au nord. Le Ah, c'est au nord. Côté Muyinga. Oui, oui. C'est, en fait, ça vient, c'est le morceau qui est entre c'est la Kagera. La Kagera. La Kagera Oui. et la Ruvubu. Et la Ruvubu. Quand ils se croisent, je crois que le Bougoufi est fini. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste. Oui. Oui, oui, quand ils se croisent. Tout ce morceau appartenait au Appartenait au Burundi. Non, non, le Bougoufi, ça appartient à quel pays? À Tanzanie maintenant. Tanzanie. Ah, Tanzanie. ok, ok. Donc vous voyez, il y a deux gros morceaux tanzaniens Oui. qui se trouvent en Tanzanie, mais qui faisaient partie du royaume du Burundi. Donc le Bouha, comme tu le disais, et le Bugufi. Donc qui est donc les Bahangaza. Et comme dit le mot Bahangaza, c'est là que se trouve, la population de là-bas est presque 100% des Bahangaza. D'où le nom des Bahangaza. Nous reviendrons sur cette question. Et alors, nous étions toujours en train de parler de cet espace de Banamwezi. Alors, il y a une partie de l'Ouganda aussi. Quand vous parlez de vous comprenez, notamment en Corée. Ouais. En Corée. Et alors, maintenant, tournons, le Rwanda, lui, nous l'avons déjà inclus dedans. Et alors, tournons côté Congo. Là aussi, côté Congo, les Bashi. Hein? Les Bashi, les Bafulero, les Bavira et la communauté Barundi du Congo. Il y a des Congolais qui sont dans la communauté Barundi et qui ont un Mwami. Oui, j'en ai entendu Oui, parler. oui, qui ont un Mwami. Tout ça se trouve dans le versant est. Versant est des montagnes de la chaîne de la Ruwenzori. La chaîne de la Ruwenzori, le versant ouest. Et là, donc, vous y trouvez donc des populations congolaises, citoyens congolais, mais qui parlent, qui sont kirundiformes, c'est-à-dire, ils ont leur accent, mais quand ils parlent, tu les comprends comme les Bashi. Nous reviendrons plus tard quand nous allons parler de la royauté, notamment la dynastie des Bagnois. Il y a un des Muganwa qui est descendant de Rugamba, dans les 4, nous en parlerons, et qui s'appelait Kirima. Et puis Kirima dirigeait toutes ces régions que je viens de vous dire côté Congo. C'était Limbo du Burundi, plus Limbo du Burundi, plus les Bashi, les Bavira, les Barundi du Congo, les Bafulero, etc. C'était dirigé par un prince burundais, Muganwa Kirima. Et ceci, c'était dans le 18e siècle. Que cela s'est passé. 18e siècle. Alors, entre parenthèses, Paul, le cours va durer combien de temps? Parce qu'il faut quand même. Le cerveau se fatigue assez vite quand la. Nous avons jusqu'à 17h ici. C'est combien de minutes que vous avez prévu? Nous avons jusqu'à 17h. Oh, mais ça, même à l'université, il n'y a pas encore qui dure aussi longtemps. On va suivre, hein? Ah, Je parle de la salle. Je parle de la salle. Ah, de la salle, on est dans les cours. Mais sur le plan académique. Normalement, c'est 1 heure. C'est 1 heure. C'est 1 heure, hein? Oui, oui. Sinon, le cerveau ne sait plus suivre après. Donc. Il y a Maxime qui a des questions. Oui, Maxime, pose la question. Pose la question que tu veux poser, oui? Non, ça va. C'est toi qui as une question. Ça va, on continue. Ah bah, on va continuer. Alors, nous parlions des Banamwezi et l'espace que j'ai délimité là. Les kirindophones, je les ai déjà donc décrits. Et alors, passons maintenant à la période de l'histoire proprement dite. À la période d'histoire proprement dite, il faut noter la période
des Bahami au pluriel que les colons ont appelé les roitelets. Mais en fait, ils appelaient ça roitelet pour un peu minimiser. Mais il y avait parmi eux notamment un des Moamis qui avait rendu les frontières assez plus précises, qui s'appelait Soro, le Moami Soro. Soro faisait partie donc de ces roitelets et il était le plus connu. Et il a régné donc au début du XIIIe siècle. Et on situe d'ailleurs le début des monarchies des rois, donc les Bahami, à partir du XVe siècle. Tu comprends ce que c'est, XVe siècle? Tu vois, tu comprends? XVe siècle, à peu près dans les près de 1400, après Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans l'histoire, c'est après Jésus-Christ, à partir de 1400. Mais beaucoup d'auteurs aussi développent que c'est plus tôt. Ça serait plutôt le XIIIe siècle, à partir de 1200, qu'on peut vraiment parler de la dynastie des Bahami, et plus particulièrement donc au début de Soro. Et a suivi après Soro. C'était le premier roi. Son premier roi, mais qui n'est pas de la première, qui ne fait pas partie de la dynastie que nous connaissons. C'était du temps où on disait les rois télé. Mais alors, les premiers rois, c'est donc les Baganois. Mais il faut que je vous dise ici que à ce début-là, 13e ou 15e selon les auteurs, il y a eu un combat acharné entre les Baganois et les Bahima. Et alors vous entendrez une chanson burundaise, on dit Ngoma ya Ruhinda. Vous avez déjà entendu la chanson Ngoma ya Ruhinda. Et voilà, Ngoma ya Ruhinda. Cette chanson est beaucoup plutôt chantée par les Hima. Hein? Par exemple, dans les régions autres, même Tutsi, comme par exemple chez Mugongomanga, d'où vient ton côté parental, là on ne chante pas ça. C'est surtout côté Hima qui disent Ngoma ya Ruhinda. Parce que dans vos régions, ils étaient en conflit avec les Bahima, ils étaient contre les Bahima, puisque les Bahima s'opposaient justement à l'hégémonie des Batutsi Banyaruguru. Les Bahima, en fait, finalement, c'est un clan ou... C'est plus qu'un clan. Il y a plusieurs clans là-dedans. Ouais. Parce que il y a aussi des Bahima en Ouganda. Oui, notamment Museveni. Le président de l'Ouganda, c'est Hima. Oui. Et alors, à ce moment-là, Ruhinda était le roi des Bahima et qui a été vaincu par le roi Ntare Chambarandhama. Et donc, Ntare Chambarandhama, qui est vraiment le fondateur du Burundi avec la configuration plus ou moins actuelle. Ntare Chambarandhama. Et ici, c'est l'occasion de vous parler de cette dynastie des Baganois qui comprend 4 noms principaux. Ntare, notamment le premier, Ntare Chambarandhama, et il y a Mwezi. Remarquez le mot Mwezi est la région de Banamwezi, comme par hasard. Et alors, il y a Mutaga, qui est donc 3e. Et puis le 4e, c'est Mwambutsa. 4e, c'est Mwambutsa. C'était des cycles. Et alors, donc, ça, c'est les premiers, comment dirais-je, de la dynastie. Après sera Ntare 2, Mwezi 2, Mutaga 2 et Mwambutsa 2. Et puis on commence la série de Ntare 3, Mwezi 3, Mutaga 3. Ici, je vais m'arrêter un peu pour Mutaga 3. Je m'arrête un peu pour Maxime.
c'est que son arrière-grand-mère, non, oui, oui, c'est C'est ça. arrière-grand-mère, hein. Son arrière-grand-mère, qui est ma maman, est une descendante de Moutaga 3. Et alors, je m'arrêtais tout ça pour le garçon, une descendante de Moutaga 3. Et bon, voilà, ça c'est pour Maxime. Vous faites partie d'une famille royale. Hein. Bon, Il y a c'est des- côté ma mère maternelle. Mm. Or, la société est organisée de manière patrilinéaire. Ego. Comme c'est patrilinéaire, Mm. nous ne sommes pas des Baganois. Mais génétiquement, que tu sois une femme ou un homme, tu transmettais la même chose 50%. Mm. Ça veut dire que sur le plan génétique, Mhm. ce que ma mère a transmis 50, mon père a transmis 50. Alors donc du côté maternel, il y a une partie du sang, Vous arrivez à 20 ans. il y a une partie du sang qui est des Baganois, côté maternel. Mais sociologiquement, Oui. on ne fait pas partie des Baganois. Non, non. Mais génétiquement, on peut trouver des Mais traces c'est à travers ma mère. nos classes sociales. C'est ça. C'est tout. C'est tout, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. C'est aussi au passage. Mm. Et alors, il y a un élément que j'aimerais dire juste avant cette période. Il y a une étude, parce que si je fais un petit pas en arrière, un petit recul dans le temps, il y a eu une découverte, ça c'est assez même récent, d'analyse au carbone 14, où on a découvert dans cette région, notamment au Burundi, on a découvert des traces de flèches, des traces de lances, de roues, de serpettes, de machettes, de haches. Et en mesurant par le carbone 14, ça montre que cette société, il y avait une grande activité, mais qui a utilisé du métal. Ça veut dire qu'il y avait la métallurgie. Hein? Tu entends, Maxime? Donc, ça remonte à l'an 1 Jésus-Christ. Ça remonte, donc, le calcul au carbone 14. Ces objets-là, dans ces régions, dont le Burundi, ça remonte à l'an 1 Jésus-Christ. Contrairement, on avait toujours cru que l'histoire du Burundi et de cette région commence au XIIIe siècle, mais ça va très loin. Seulement, ce qu'on sait précisément, c'est cette situation des rois, notamment du XIIIe, XVe siècle, donc le Moyen-Âge. Mais on a découvert qu'il y avait une activité très intense qui montre qu'il y avait la métallurgie, qui savait travailler le métal, ce qui est extrêmement important par rapport à ce qu'on racontait. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être l'occasion justement de parler que dans ce métal qu'il fabriquait, il y avait le matériel de chasse comme la lance et la flèche pour tuer du gibier et manger, mais ils avaient aussi, oui, ils avaient aussi des machettes, serpettes, ça c'est pour l'agriculture. Donc ça montre qu'il y avait une société agricole à cette période-là. Ils avaient la roue, serpette, machette et hache. Donc c'est assez vraiment lointain pour ces sociétés. Et alors j'ai amené, parce que je me suis dit, il y a des jeunes qui ne savaient pas ce que c'est une machette ou une roue. Bon, vous savez ce que c'est une serpette, vous savez ce que c'est une roue. Voilà. Mais lui, voilà. Mais lui, il faut qu'il voit ça. Hein, à cette époque-là, il savait la roue. La roue, ça c'est la roue. Ça c'est la serpette. La roue, c'est ça. La serpette. Et la roue, c'est pour. La serpette, c'est pour La roue, l'herbe. voilà. Alors, regardons d'abord la roue, qui est très très important pour l'agriculture. La roue. Montre-moi du doigt la roue. Non. Voilà, la roue. Ça, c'est un instrument capital pour l'agriculture dans ces sociétés-là.
de Banamesi, dans le Burundi, agriculture, et c'est aussi lié à la période de sédentarisation, où la population ne bougeait plus. Une partie, je veux dire, la partie majoritaire, les Bahutus notamment, ils ne bougeaient pas, qui sont donc d'origine bantou, ils ne migraient pas, ils se sédentarisaient, ils restaient et ils faisaient l'agriculture et produisaient des biens agricoles. Contrairement à la population qui, sur les historiens, seraient arrivés là-bas avant les Bantous, avant les Hutus, ce sont les Batois. Eux, les Batois, eux aussi, ils avaient des lances et comment dirais-je, et des lances pour la chasse, et pour qu'ils puissent vivre. Alors, les Batois, eux, c'est ce qu'on appelle aussi, comment ils étaient organisés, ce qu'on appelle la société communiste primitive. Pourquoi ils disent communiste? C'est parce qu'ils avaient toutes les terres, toutes les eaux, ils faisaient la pêche, etc. C'était une propriété collective, commune. Commune. Et c'était, je dirais, propriété collective qui est commune. C'est ça qui faisait, qui disait que c'était une société communiste et primitive. Alors là, on vit de la cueillette, hein? On cueille dans la forêt, dans la savane, on cueille des fruits, des choses qu'on peut manger. Donc on ne doit pas cultiver, on ne doit pas utiliser la route. Et ils vivent de la chasse. Ils ne font pas d'élevage. Contrairement, nous allons y revenir à notre groupe social de pastoral, notamment les Tutsis, qui eux élevaient le bétail, notamment les vaches. Donc eux, comment dirais-je, géraient les vaches, etc. Tandis que les Pygmées, eux, ils prenaient dans la nature ce qu'ils n'ont pas élevé. Ce qui est déjà une différence d'activité sociale. Ils faisaient donc la chasse, la pêche, ils arrachaient des racines, hein, avec des morceaux comme les lances, et des pièces qu'on appelait ikimito. C'est un morceau de bois et on termine par une pointe métallique, ikimito. Et avec ça, ils creusaient pour trouver de la nourriture dans les racines. Muhunda, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Muhunda. Voilà. Et alors, il faisait donc la cueillette. Et alors, tous ces instruments-là, notamment là que vous voyez, la flèche qu'utilisaient les Pygmées, les Batois, etc. Tout ce matériel-là qui venait donc de la métallurgie, le traitement donc du fer, un instrument très important à retenir dans l'histoire du début de la métallurgie au Burundi et pays environnement, l'instrument important qu'il faut retenir, et ça il faut noter, c'est ce qu'on appelait, comment on appelait ça, le mot va me revenir, je l'avais en tête, je voulais vous le dire en Kirundi, peut-être ça va vous dire, vous voyez, c'est un genre, oui, c'est un pot de bête, et après ils mettent une pièce ici, une pièce là en bois, au mouvement. Ah oui, le soufflet. Le soufflet, au mouvement. C'est au mouvement, n'est-ce pas? Oui, oui. Au mouvement. C'est pour raviver le feu. Le feu. C'est en fait au mouvement. Le feu qui s'éteignait quand il faisait la forgerie. La forgerie. Et il ravivait encore avec le mouvement. Le mouvement. J'ai vu ça. Moi aussi j'ai vu ça. J'ai vu ça. Le mouvement. Ça, notez ça le mot. Et ça devenait tout rouge. Tout rouge. Et le fer fondait. Et là-dedans, en fait, le fer fondait. Et ainsi, il fabriquait le fer. Donc, et il donnait la forme qu'il veut le fer. D'abord, le fer, il extrayait de la terre. Hein? Contrairement à ce qui s'est passé plus tard sous la colonisation, où on prenait du fer venu d'Europe. Mais là, à l'époque, ça ne venait pas d'Europe. Ils prenaient ça directement des montagnes. Et ils prenaient la pierre. Et ils fondaient la pierre. Et ils séparaient des autres minéraux. Le minerai fer, il l'isolait. Et de là, alors, il faisait la roue que vous voyez là. Et il faisait aussi les serre-têtes. Vous voyez? Et ça, c'est important à retenir, toujours dans
période du traitement du fer, la période métallique. Voilà. Alors, nous évoluons maintenant au niveau des sociétés. Je vous ai parlé des agriculteurs avec la roue et la serpette et la pachette avec la hache. Et ça, ce sont du matériel pour l'agriculture. Et ils ont beaucoup développé l'agriculture. Et alors, au Burundi, il y avait des haricots, il y avait des patates douces, il y avait des rengarenga, il y avait des maniocs, il y avait du blé, il y avait du sorgho et tout un tas d'autres produits similaires. Les ignames, par exemple, voilà, les choses, etc. Ils savaient les fabriquer, donc ils savaient les cultiver. Hein? Ce qui était quand même une évolution extraordinaire. Oui. Chez nous, on disait Ingwija. Ingwija aussi, mais ils sont différents des Oui, Rengarenga. c'est différent. Le Rengarenga, c'est allongé. Oui. Et Ingwija, c'est tout petit. Ça a tendance à ramper. C'est ça. À ramper comme Oui, je vois Giteza, oui. Non, je ne connais pas. C'est pour ça que tu as dit c'est moi qui c'est un bazar comme une liane qui va partout. Et alors, les Ngija, c'est rare que ça finit par disparaître. Les Ngija, une fois que vous avez mis, c'est difficile de les faire disparaître. Oui. Donc tout ça, il faut connaître que c'était quand même une révolution. C'était une révolution. Nous passons de la phase de la société communiste primitive des battoirs et pygmées, donc qui eux profitaient de ce qui est dans la nature et allaient recueillir, que ce soit le poisson, que ce soit le gibier par la chasse, que ce soit, etc. Mais maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase de l'agriculture avec la roue. Ils fabriquent le bétail, mais cette fois-ci pour... C'est la roue moderne. La roue, oui. Toute la roue et... La roue, il y avait comme une sorte de pointe. De pointe dedans. Oui. J'essaie d'avoir l'image de la roue, l'accrochage et une pointe qui entre dedans. La roue de jadis, hein, il y a un accrochage et ça entre dedans, dans le bois. Oui, ça c'est plus moderne. Hein. Même enfin, pour entrer dans le bois. Oui. Et ici, ce qui est très important, nous passons de la phase où on profite de ce qu'il y a dans la nature à une phase où on fabrique soi-même, c'est-à-dire on cultive les champs, etc. Parmi les produits que je vous ai cités, comme les haricots, les petits pois, le manioc, rengarenga, et les produits que madame a cités, etc., sorgho et blé, il y a Ingore aussi, qui existait maintenant, on ne les utilise pas beaucoup, on ne les mange pas beaucoup. On cultive aussi Ingore. Mais Ingore sont de la famille, plus ou moins des haricots. Ce sont aussi des sources de protéines. Voilà. Alors, nous évoluons dans les périodes donc, ultérieures. Je vous ai déjà parlé, je ne reviendrai pas sur les dynasties. Donc, au niveau de la direction, donc Rebami, c'était un système royal, comme partout dans le monde, les royautés, etc. Hein? Je vous ai cité donc la dynastie des Waganois. Donc là, vous n'avez qu'à retenir seulement, pour ne pas vous compliquer la vie, surtout lui qui est jeune, Nhare, Mwezi, et Sonja Banamwezi, la région. Et puis alors, continuer avec Mutaga. Ça, je sais que tu n'oublieras pas Mutaga. Et alors, parler de Nhare. Alors, concernant Nhare, il y a une période particulière de Nhare 4, Rugamba. C'est lui qui, dans les combats, surtout contre le Rwanda, a vraiment déterminé les frontières, comment dirais-je, géographiques que nous connaissons du Burundi, à l'exception de Bougoufi, dont nous parlions tout à l'heure, qui sont un morceau qui a quitté le Burundi tardivement. À l'époque, même Bougoufi faisait partie du Burundi, comme je vous le disais. Eh bien, c'était l'agrandissement qui était fait par ce roi
4, donc Ntare Rugamba. Et c'est lui qui est le père d'Ano que je vous ai cité tout à l'heure, de Kilima. Nous y reviendrons quand nous allons parler de la période de Moésie, Gisabo. Le mot Kilima va revenir. Et notez que c'est Ntare Rugamba qui est le père de Moésie, Gisabo, qui a combattu, nous y reviendrons, la colonisation. Alors, nous pourrions évoluer dans la période où esclavagiste. Vous savez, en Afrique, presque toute l'Afrique était dominée par l'esclavage. Et surtout, regardez ici, c'était donc au niveau du 18e siècle, 17e, 18, ici dans les côtes, sur le côté des côtes, ici, plein d'esclavage, où les gens étaient, oui, les gens étaient arrachés de leur famille, pour être vendus en Amérique, en Europe, dans les pays arabes, ici aussi au niveau côtier, là. Ah, les Arabes, ils venaient aussi à l'ouest, Ils là? sont arrivés là, même à l'ouest. Hein, Ah, oui. Ils sont arrivés même là. Moi, je pensais que les Arabes, ils étaient seulement sur la côte est. Là, ils étaient plus intensifs. Plus intensif. Ils contournaient, mais ils contournaient. Ils Ok. contournaient. Et alors, ils arrivaient même vers C'est l'intérieur, pour hein, ça que l'islam est arrivé dans ces pays. dans ces pays-là. Surtout les pays islamistes ici. Hein. Ici, tout Le ça. Mali et Tout tout ça. ça. Tout ça. Et alors, en ce qui concerne la zone banamouise, et tant que je lui montre lui aussi la zone d'esclavage, les esclaves, on les prenait souvent ici, autour, là, autour des côtes, là, ici, beaucoup, d'Afrique. Et alors, à un certain moment, ils ont tenté d'entrer vers la zone des Banamouises, et notamment au Burundi, pour prendre des esclaves. Donc, comme vous voyez, toute l'Afrique pratiquement était des esclavagistes qui venaient faire des rapts, prendre des gens et les vendre. Mais chez nous, non. Alors, au Burundi, et c'est ça l'exception, c'est pour ça que je voulais vous dire, et, au Burundi, ils n'ont pas réussi. Hein, ils n'ont pas réussi. Oui, Ntare Rugamba a beaucoup résisté, et à ce moment-là, ils se sont battus par le chef des esclavagistes qui s'appelait Rumariza, un nom que vous pouvez retenir, Rumariza, et on appelait aussi le Tipo, Rumariza. Et alors, particularité que vous devez retenir, c'est que les Burundais, donc les hommes de troupes burundais, avaient la tactique, puisqu'ils voyaient que les fusils des esclavagistes, ils faisaient le boum quand ils tiraient, et puis il y avait un petit temps qu'ils passaient pour recharger. Et dans le temps qu'ils rechargeaient, les Burundais alors avançaient avec les flèches et les lances. Et alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les lances pouvaient aller au-delà de 400 mètres. Wow. Ce qui est quand même loin. Wow. Et notez qu'actuellement, les Kalachnikov, qui est le fusil le plus utilisé actuellement pendant la guerre, des fusils de guerre, comme on dit, d'assaut, le Kalachnikov, c'est à 400 mètres, il peut tuer. Au-delà, il peut blesser, mais pas nécessairement tuer, tout dépend de l'endroit. Et bien donc, eux, ils tiraient jusqu'au-delà des 400 mètres. Wow. Et même si vers la fin, la force de la flèche, ou plutôt la force de la oui, c'était des flèches qui allaient bien au-delà. La force de la flèche, même s'il avait faibli, une fois qu'elle vous touchez, et notez ça, c'est ça qui est important, une fois que vous touchez, et que vous faites même une petite blessure, vous mourrez parce que les flèches étaient empoisonnées. Ah oui, j'ai entendu. Les flèches étaient empoisonnées, même si c'était une petite égratignure. Hein. Ceux qui avaient le fusil, ils mouraient. Wow. Ah, c'est comme ça qu'ils ont battu les esclavagistes arabes, tipo, donc, dont je vous ai parlé, Rumariza, c'était le chef des
comment dirais-je, de ces esclavagistes. Et dans le mot Marisa, ça veut dire que quand il arrivait, il y a Marira, il prenait tout. Tous les gens qui sont là, ils prenaient. Dans le mot Marisa. Et donc, c'est bien retenir ça, c'était donc vers le début du XVIIIe siècle qu'ils ont vraiment complètement perdu. Oui, c'est ça, début du XVIIIe. Et ils n'ont jamais réussi à amener des esclaves venant du Burundi. Le Burundi fait partie des pays exceptionnels dans toute l'Afrique où ils n'ont jamais pris aucun. Donc, ils n'ont pas pu prendre des esclaves. J'ai entendu que dans la région de Bujumbura, ils avaient réussi quand même à capturer quelques esclaves. J'ai lu ça sur Internet. Oui. Et j'avais entendu qu'en fait, donc Bujumbura, ça faisait partie du royaume du Burundi, mais que ce n'était pas beaucoup peuplé. Et que le roi du Burundi, même, il n'allait pas souvent. Enfin, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient là, mais qu'il y avait quand même eu des gens qui avaient été capturés là-bas. Ce que tu dis est vrai, puisque c'est justement dans cette zone-là qu'il y a eu la bataille. Ah, d'accord. C'est cette zone-là qu'il y a eu la bataille, mais ils n'ont pas pu pénétrer donc, dans vraiment le grand intérieur du Burundi. Ce que tu dis est vrai. Et alors, ça c'est le point le plus important qu'il faut donc retenir sur la période esclavagiste. Donc le Burundi n'a pas connu la société esclavagiste. Hein? Même si, et c'est important de retenir cela, nous avons connu la société, comme je vous disais, communiste primitive, etc., qui s'est développée en société agricole, sédentarisée avec propriété privée ultérieurement. Et nous avons connu alors aussi l'évolution vers l'élevage, qui est un mode de production caractéristique des pasteurs, et plus particulièrement les Tutsis. Bien que plus tard, il y aura des Hutus aussi, pasteurs. Hein, les sociétés se sont influencées. Et puis d'ailleurs, il y avait une certaine interdépendance entre les trois ethnies, mais qui sont venues y habiter à des zones, à des périodes de l'histoire différentes. Comme je vous ai dit, il y a eu d'abord les Batwa, et puis les Hutus, Bantous, et puis alors les Tutsis. Et après, ils étaient interdépendants. Donc les uns avaient besoin des autres. Par exemple, les agriculteurs, ils devaient cuire la nourriture. Et la nourriture sont faite dans des pots, des poteries. Et les pots sont faits par les Batwa. Voyez? Et alors, eux, les Batwa, en échange, prenaient des produits agricoles par troc qui prenaient des Bahutus. Ou alors, ils recevaient des produits laitiers provenant des Batutsis. Tout comme les Hutus avaient profité des produits laitiers provenant des Batutsis, et les Batutsis mangeaient des produits agricoles faits par les Bahutus. Donc, les uns dépendaient aussi des autres. Et alors, on remarquait une chose, quand les Batutsis sont venus avec les troupeaux de vaches, etc., pour les toutes grandes valeurs, la vache devenait une monnaie d'échange. Par exemple, à cette époque-là, il pouvait avoir une propriété dans laquelle il va faire l'agriculture. Et pour avoir cette propriété, et s'en approprier, il donnait des vaches. Il donnait une vache, deux vaches, trois, tout dépendait de la grandeur de la propriété. Et la vache était devenue une monnaie d'échange intermédiaire pour tout produit ou tout service extrêmement important. Ça veut dire que même les Batwa, selon les services qu'ils rendaient, pouvaient obtenir comme don, donné par des Tutsis qui avaient des vaches, pouvaient en être bénéficiaires, en être propriétaires, en échange des services rendus qu'ils estimaient d'une telle valeur. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que ces sociétés-là, je dirais, quand il est devenu surtout une société privée, ils devaient faire des échanges, hein, ce n'était plus collectif, ils faisaient faire des échanges, et que chaque type de population avait de quoi échanger. Il avait des valeurs à lui, et qu'il échangeait avec l'autre. Et c'est ça qui, d'ailleurs, en partie, je ne sais pas exactement comment ça se faisait au Rwanda, mais au Burundi, ça a eu comme conséquence qu'au Burundi, les populations se sont entremélangées, en tout cas beaucoup plus qu'au Rwanda. Beaucoup plus qu'au Rwanda.
ils se sont entremélangés. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, les Burundais mangeaient la viande? Oui, puisqu'il avait fait la chasse. Ah oui, logique. Et les vaches aussi, ils mangeaient les vaches ou bien... Oui, aussi, puisqu'il y avait des vaches qui avaient été apportées par les Tutsis, qui étaient des pasteurs. Ok. Et qui, oui, Je peux poser la question. On m'a dit que le Tutsi ne pouvait à aucun cas manger la chair de la vache qu'il avait élevée. C'est vrai. c'est vrai. Ah. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Oui, 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 oui. Parce qu'il y avait des liens affectifs avec la vache. Tu sais que même aujourd'hui, Même aujourd'hui. Ah bon? ça existe, hein, la vache qu'il a élevée, il ne va Ouais, pas la ouais, battre ouais, comme je ça, il comprends. préfère la vendre Et aller acheter la viande ailleurs. ailleurs. C'est ça. Oui, oui, oui. Ce sont des liens affectifs. Et alors, évidemment, dans la foulée, notamment dans les populations bantoues, donc les Hutus, il y a eu aussi un développement d'élevage des chèvres. Ok. Beaucoup de chèvres et beaucoup d'élevage aussi des poules, la volaille, qui s'est développée à ce moment-là. Tandis que côté les Tutsis, c'était plus les vaches. Et de temps en temps, les moutons qui accompagnaient les vaches. De temps en temps. Mais ne les mangez pas. Ne les mangez pas. D'ailleurs, même les Hutus ne mangeaient pas C'est vrai. ne mangeaient pas les moutons. Ça, il faut savoir. Même les Hutus ne mangeaient pas les moutons ni les Tutsis. Le mouton, c'était réservé Au battoir. Ah bon? Oui. Oui. C'est eux qui l'ont mangé. Et Ah, c'était d'ailleurs les Hutus vendaient le mouton au toit. c'était une monnaie d'échange. Ah. La plus utilisée avec échange avec les battoirs. Ah. C'était le mouton qui était le plus utilisé comme échange avec les battoirs. Et les Tutsis élevaient des moutons, les Hutus aussi, mais pour les vendre au battoir. Ok. Ça, c'est un élément important dont certains historiens classiques ils n'insistent pas suffisamment à cela. Or, les historiens classiques, souvent, ils s'intéressent à la vie des Bahamis, à la vie des rois, à la vie des chefs, etc., mais pas à la vie de la population. Moi, j'insiste ici sur la vie de la population. Ce qu'ils mangeaient, parce que c'est ça qui est essentiel, au lieu de rester dans l'histoire où on parle que des chefs seulement. Et alors, nous avons déjà donc dépassé la période donc, du XVIIIe siècle, puisque nous avons déjà parlé de Ntare Rugamba, et nous nous approchons tout doucement donc, de la colonisation, puisque nous avons déjà parlé de l'esclavagisme. Alors, la colonisation, ici je regarde quand même l'heure pour que je ne dépasse pas les règles. Il me reste combien de temps? Il faudra programmer pour. Alors, la colonisation. Retenez bien ce qu'on a appelé le Congrès de Berlin en 1885. C'est là où les puissances de l'Europe se sont rencontrées à Berlin sous Bismarck, qui était donc le roi des Prussiens, et ils ont fait ce qu'on appelle le Congrès. Au cours de ce congrès, ils ont décidé de se partager l'Afrique. 1885. Ils ont décidé de se partager l'Afrique. Et alors, c'est ainsi qu'ils se sont partagés. Donc, les Anglais, par exemple, ils avaient pratiquement toute l'Afrique du Sud, et ça remontait. L'Est, ça c'est après. Nous y reviendrons. Après quand les Allemands ont perdu la guerre. Voilà. Et alors, ils sont partis dans toute cette bande-ci, les Anglais. Attendez, toute cette bande-là, les Anglais, jusqu'à la Méditerranée. C'est énorme. Non, exceptionnellement, il y a eu quelques C'est exceptions. énorme. L'exception maintenant, c'était la Namibie. Le Portugal. Ça, c'était le Portugal, mais tout à fait. L'Allemagne. C'était le Hollandais ou